Oui. Le son de cette ouh Le son de cette édition a été f oui. Le son de c Ah! Je vais recommencer du coup. Le son de cette édition a été fait avec un micro différent, donc le son n'est pas forcément aussi bien que le premier épisode. Je vais recommencer du coup. Passports, please. Follow me. What's the purpose of your visit? We are moving here. Is this going to take long? We have a connecting flight to Miami. Everybody has a connecting flight. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette seconde édition du podcast de l'Atelier critique de la Comète, une scène nationale située à Châlons-en-Champagne. Aujourd'hui, on va parler d'une scène ou d'une séquence d'un film nous ayant marqué, puis on va parler du film Borderline. Mais premièrement, on va se présenter avec un acteur ou une actrice qu'on aime, puis d'un film qu'on considère avoir vu trop jeune. Je m'appelle Arsène Beau, je suis en terminale au lycée Pierre Bayen, et l'actrice que j'aime beaucoup, c'est Jessica Lange pour ses nombreux rôles dans American Horror Story. Et le film que je considère avoir vu trop jeune, c'était La Ligne Verte, car je n'ai pas tout compris quand j'étais petit. Donc moi c'est Louise, je suis élève à Bahia en première. L'actrice que je préfère, enfin en tout cas en ce moment, c'est Adèle Exarchopoulos, pour sa voix, pour sa façon de jouer, sa façon de retranscrire les émotions et sa prestance sur dans les films et dans les plans dans lesquels elle est. Et le film que je considère avoir vu trop tôt, c'est Harry Potter. Ça peut paraître bizarre, mais avec les détraqueurs, ça m'a traumatisée quand j'étais petite et du coup maintenant, je fais un peu une phobie d'Harry Potter. Du coup, j'ai plus jamais regardé, voilà. Bonjour, moi je m'appelle Grégoire, je suis étudiant aux arts et métiers à Châlons-en-Champagne. Et donc un acteur que j'aime beaucoup, c'est Louis de Funès, qui est pour moi un des meilleurs acteurs de comédie et qui me fait vraiment beaucoup rire. Et je n'ai pas de film que j'ai vu trop tôt. Moi les films je les regarde quand je veux, et c'est souvent au bon moment. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anna Prévost, je suis élève au lycée Pierre Bayen en terminale. Et pour moi, l'actrice qui est selon moi une des meilleures du monde, c'est Meryl Streep. Parce que est-ce que j'ai besoin de justifier? Je ne pense pas. Pour tous ses rôles avec tous les acteurs du monde entier, pour sa puissance d'acting incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu Le choix de Sophie, qui est juste incroyable. La scène la plus emblématique révèle bien les qualités de Meryl Streep selon moi. Et le film que selon moi j'ai vu beaucoup trop jeune, c'est Les Autres de Alejandro Amenábar, parce que j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça avec d'autres personnes du Comet Club, et je me suis rendu compte que apparemment c'était un chef-d'œuvre, alors que je l'ai regardé petite et je l'ai absolument détesté. Je n'ai pas du tout aimé l'histoire, mais j'étais petite, donc il faudrait que je le revoie. Donc à présent, comme on a dit précédemment, on va parler d'un plan ou d'une séquence dans un film qui nous a marqué, qui est resté dans notre tête et qui nous a fait nous dire, par exemple, ça c'est du cinéma. Personnellement, c'est la scène dans Spider-Man Into the Spider-Verse, le moment où on voit Miles, le personnage principal, sauter d'un immeuble et la ville se retrouve au-dessus de lui. Le plan est totalement à l'envers et nous donne l'impression qu'il monte au lieu de tomber, qu'il y a une énorme symbolique dans tout le film et moi ça m'est resté en tête jusqu'à aujourd'hui. Louise? Moi, une scène qui m'a marquée, c'est comme on avait parlé dans la première édition du podcast, c'est dans la salle des profs. La scène où cette fabuleuse professeure arrive dans sa classe et donne un compte à rebours à ses élèves et décide de tous les faire crier, pour elle-même crier par-dessus eux, pour évacuer toute cette pression. Et pour moi, ça, c'est du cinéma, c'est la définition. Parce que c'est ce que j'attends d'un film, c'est de voir des acteurs se lâcher réellement. Un plan qui est pourtant très simple, mais des acteurs et surtout des enfants qui renvoient une émotion vraiment frappante et marquante quand on sort de la salle. Pour ma part, la scène qui m'a beaucoup marqué, c'est dans le film France de Bruno Dumont. Alors, il va falloir un petit peu de contexte parce que c'est pas si évident que ça au début. Donc je vais divulgacher, désolé, voilà. Pour faire simple, le film raconte, on suit la vie de France, qui est une journaliste très connue,
en France. Et elle a un mari avec qui elle a un enfant avec qui elle passe peu de temps, parce qu'elle passe beaucoup plus de temps à son boulot avec sa famille. Et il y a une scène où c'est donc son mari et son fils partent en vacances ensemble, en voiture. Et la scène dont je parle, c'est cette scène où ils sont en voiture et qui commence par un très beau plan drone sur la route, qui est en bord de falaise, avec la voiture et une musique qui est très jolie, qui est très douce, mais aussi très lourde et qui est une musique assez lente. Et en fait, cette scène, dès qu'on la voit, on peut que deviner la fatalité qui va s'abattre sur eux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que ça se termine bien. Mais même en devinant ça dès le début, elle m'a extrêmement marqué. J'ai vraiment ressenti comme un coup de poing dans l'estomac au moment de l'accident, alors que je savais que ça allait arriver. Et ça m'a fait vraiment ressentir ce que devait être le cinéma. De mon côté, une scène qui m'a beaucoup marquée dans le cinéma, c'est dans Pirates des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde, de Gore Verbinski. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est romantique. Voilà. Il y a la scène où donc les personnages de Elizabeth et de Will se marient en plein combat final sur le bateau. Non. Donc ils se marient et en même temps on a la super BO de Hans Zimmer qui arrive, qui est selon moi une des meilleures BO qui puisse exister. Et en fait ça correspond à ce que j'attends du cinéma dans le sens où moi j'aime ce que j'attends c'est des émotions fortes, de l'humour en même temps, en fait un film qui me plaît et c'est exactement ce qu'on retrouve dans cette scène puisque l'émotion est tout en haut. C'est drôle à la fois parce qu'ils se marient pendant que d'autres sont en train de mourir. Bon. Ce n'est pas voilà, c'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, je ne sais pas vraiment comment expliquer, ce que je ressens, mais cette scène pour moi, c'est ce que j'attends du cinéma. C'est vraiment une scène qui est super belle. On ressent, on voit le jeu des acteurs qui est, selon moi, super. Keira Knightley, moi, de toute façon, dans les Pirates des Caraïbes, je trouve qu'elle est absolument superbe. Et l'image est extra, également. La caméra qui tourne autour d'eux, on voit en dernier plan, enfin, en fond, tous les combats qui ne cessent et l'amour qui est en train de naître entre les 2 personnages. Je ne sais pas si vous partagez la même opinion que moi, mais c'est quelque chose qui m'a marquée depuis que je suis assez petite quand même. C'est la fin de la première partie. Donc, à présent, on va parler du film Borderline. Je crois que j'ai oublié Ton quoi? mon passeport. T'as cherché partout? C'est bon. Oui, je l'ai. Un film de... Je passe le micro parce que je sais pas dire les noms en espagnol. Et moi, je suis italien LV2, donc bon, ça va être compliqué. Mais normalement, si on se trompe pas, c'est Juan Sebastián Vázquez. Et Le contrôle dure un peu plus longtemps que prévu, c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que vous avez déjà un avis sur le film, Louise? c'est un film qui m'a pas forcément marqué au premier abord, mais qui est quand même très intéressant de par l'histoire qu'il raconte et comment il est filmé. C'est, je sais pas trop comment dire, un film qui nous tient quand même jusqu'au bout. Il y a des moments où, enfin, je me suis dit, je m'ennuie quand même un peu. C'est quand que ça rebondit. Il y a toujours un moyen de nous faire rebondir dans le film, donc franchement, c'est réussi. Pour ma part, j'ai trouvé le film plutôt intéressant, effectivement. C'est un sujet qui est peu abordé dans le cinéma, en tout cas vu de ce point de vue-là. Il est plutôt bien réalisé, mais je l'ai pas trouvé transcendant non plus, donc c'est un film assez agréable et plutôt sympathique. Oui, bah, moi, c'est un peu comme Louise au premier abord. J'étais pas hyper emballée parce que parfois je m'ennuyais un peu dans le film, mais il y a toujours, quelque chose qui fait qu'on veut voir, on veut connaître la suite, notamment grâce à l'interrogatoire. Enfin, à chaque fois, les questions sont de plus en plus intimes et qui nous maintiennent un peu toujours dans le film. Même si, voilà, du moment, je ne savais pas quoi penser du film, mais finalement, à la fin, je me suis dit, il est pas si mal que ça. Donc, personnellement, je suis un peu de l'avis général. J'ai trouvé que c'était un bon film, mais qu'il y a certains moments, je me suis un peu ennuyé. Je me suis dit, bon, c'est un peu long, mais ça réussit à me tenir en haleine jusqu'à la fin, du coup. Et au final, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Enfin, même si
Il y a certains moments où je me suis dit ça aurait pu être un peu plus court, ça aurait été bien. Donc, est-ce que vous avez des avis sur l'ambiance générale du film? Sur, l'esthétique par exemple, que ce soit sonore, visuel? Bah, le fait qu'il reste quand même assez souvent, la plupart du temps, dans un même endroit, moi, ça me enfin, c'est pas le cas, évidemment, mais ça me faisait un peu penser à un huis clos qui, justement, permettait d'augmenter un peu la tension. Justement, le fait que la caméra ne bouge pas trop, que la lumière soit assez basse et qu'on soit toujours dans le même endroit, dans le même interrogatoire, ça fait monter la tension, chez les personnages, et ça se répercute sur nos sentiments par rapport au film. Donc c'est en ça que je trouve que, l'ambiance est assez bien réussie quand même dans le film. Je ne sais pas vous, mais Effectivement, l'ambiance est assez vite pesante, hein, du fait qu'on est toujours enfermé et je pense, c'est là où le film a plutôt bien réussi. Et en plus, avec le peu de luminosité, la lumière assez sombre, voire même parfois inexistante, avec un passage plus tard où effectivement c'est assez flagrant. Et c'est vraiment un film qui met dans l'ambiance, qui reste à côté des personnages, et ça fait un thriller assez agréable quand même à regarder. Et on ressent bien leur état d'esprit et toute la pression qu'il y a sur eux à ce moment-là. L'ambiance du film, pour moi, elle se fait, déjà avec ces pièces qui sont étroites, les couloirs étroits, cette, luminosité, très, très faible, des couleurs qui sont très froides. Ça se fait aussi pour moi, grâce aux acteurs et leur façon de jouer, l'anxiété, le stress, la pression, tout ces accumulation de petites ou grosses choses fait de moi, enfin non, pas fait de moi, c'est pas français. Fait pour moi, l'ambiance du film. Je suis d'accord, l'ambiance générale est bien posée pour moi. On est bien dans l'ambiance, on est bien dans le stress. Et personnellement, quand j'ai regardé le film, il y a toute une partie, je dirais à partir à peu près de la moitié, j'étais vraiment cramponné en train de me dire: «Ah, c'est un peu lourd là quand même, ça commence à devenir un peu, bon, c'est quand qu'ils sortent là? Bref». Tout au long du film, je trouve que la pression met bien dans l'ambiance. On est, vraiment, collé au personnage vu que la plupart des plans des personnages, c'est des plans proches d'eux, que ce soit sur, leur tête, sur, jusqu'à leur torse. Et même vu que, comme a dit, Louise, vu que c'est dans un endroit fermé, ça accentue encore plus cet aspect de stress, du coup. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle a décidé de nous faire chier. C'est que nous avons de nouvelles informations. Vous êtes nerveux? Vous savez ce qui me rend nerveuse, moi? Les menteurs. À présent, nous allons rentrer dans la partie spoil. Donc pour toutes les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler, nous vous invitons à soit quitter le podcast, soit aller voir le film, ou si vous voulez voir nos recommandations, nous vous invitons à aller voir les 5 dernières minutes de l'émission. Est-ce que vous avez des choses à dire au niveau spoil? De ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on s'intéresse à des personnes qui émigrent aux États-Unis, donc qui partent de Barcelone, mais on apprend au fur et à mesure que l'homme est vénézuélien à la base et qu'il a eu beaucoup plus de difficultés pour rentrer aux États-Unis. Il a testé plusieurs manières. Et c'est tout le sujet du film, finalement, c'est est-ce que son amour envers sa conjointe est véritable, ou est-ce que c'est un couple, il est en couple juste pour les papiers. Et c'est ce qui va vraiment mettre à mal tout le couple, ce qui va faire qu'on va vraiment se demander ce qui va se passer après, mais aussi comment ça va se terminer. Et c'est là que ça devient assez intéressant, puisque ce sujet étant peu abordé, on peut se rendre compte en fait de ce que les gens sont prêts à faire pour partir d'un pays d'où ils viennent, qui n'est pas bon à vivre, parce qu'il veut partir du Venezuela à cause des narcotrafiquants et de et tous les autres problèmes liés à l'État, etc. Ce qui est compréhensible. Et c'est vrai que ça peut paraître extrêmement suspicieux d'un point de vue protection d'un pays, de voir quelqu'un essayer tout plein de techniques pour pour rentrer dans ce pays. C'est vraiment ça le point central du film. C'est ce qu'on va finir par se demander, c'est est-ce qu'il est là juste pour les papiers, ou est-ce qu'il y a véritablement de l'amour entre lui et elle? À la fin, on est toujours sur notre fin à ce sujet-là, ce qui est assez dur, mais ce qui est assez vrai, puisque le film ne s'intéresse que à la partie interrogatoire.
Ce film, pour moi, c'est un peu la définition du mariage papier parce que, ce film, il tourne vraiment qu'autour de: est-ce que l'homme, il est là pour les papiers? Est-ce qu'il est là juste pour, pouvoir rentrer dans le pays comme ça avec une, certaine nationalité et qu'il aime pas du tout, au final sa femme? Moi, c'est toutes ces questions-là qui me sont venues en tête, après le film et que d'ailleurs j'ai encore parce qu'on n'a pas forcément, non plus la vérité. Et dans ce film, ce côté où, les 2 policiers se mettent à certains moments enchaîner les questions qui sont des fois, assez dérangeantes parce qu'on leur pose des questions sur leur, vie privée, mais de plus en plus privée et on se demande forcément pourquoi, enfin, à quoi ça leur sert de savoir ça, sachant qu'on parle ici de nationalité et de papier. Donc moi, je trouve que ça met aussi bien, en avant ce, côté, comment dire? Sécuritaire aux États-Unis où, ils veulent tout savoir de la vie des gens qui rentrent dans le pays pour être sûrs au cas où et voilà. Bah, justement, pour appuyer ce truc à propos des questions, moi j'ai trouvé que on avait l'impression que c'était un piège. Enfin, tout le film, j'avais l'impression que c'était un énorme piège. Parce qu'à un moment, il y a une des policières qui dit, du coup, vous savez que dans ce pays, faire une fausse déclaration, c'est punissable par la loi. Ça se dit punissable, non? Punissable, pardon. Par la loi. Donc, vu qu'ils enchaînent les questions, on dirait vraiment qu'ils essaient de faire en sorte qu'ils se trompent, justement, pour les punir. Et tout le film est autour de ça. Et plus ils enchaînent les questions, plus c'est dérangeant parce qu'ils n'ont pas envie d'y répondre, mais ils sont obligés d'y répondre s'ils veulent déjà de une rentrer dans le pays et de deux bah, ne pas avoir affaire à la justice des États-Unis. Oui, et puis pour en revenir à cette question de est-ce qu'il aime sa femme ou non, l'interrogatoire nous fait penser qu'il est marié juste pour les papiers. Et c'est ce que disait tout à l'heure Grégoire. C'est tout l'enjeu du film, de savoir jusqu'où sont prêts à aller pour pouvoir rentrer dans le pays. Et puis, il ne dit pas forcément la vérité. À un moment donné, il dit au policier qu'il avait déjà raconté ses fiançailles avec une Américaine à sa femme, ce qui nous fait vraiment douter, encore une fois, à la fin, hein, parce qu'à la fin, on n'a pas la réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, que ce soit sur l'histoire, sur la manière de filmer, peu importe, même le son, par exemple? Alors moi, c'est pas sur le son, mais ce côté où on a un peu un 2 contre 2, il y a 2 camps qui se forment, il y a le couple et les 2 policiers. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on est sur, je dirais, plus de 3/4 du film où il y a que ces 4 personnages-là qui sont, en scène. Moi, je trouve ça intéressant parce que juste avec 4 personnages, on arrive à tenir l'intrigue, jusqu'au bout et je trouve ça intéressant comme, concept qui va aussi avec ce concept de, filmer, à peu près la même pièce, enfin en tout cas le même endroit, tout le long parce qu'on ne sort jamais dehors, on ne sort jamais hors de l'aéroport. On ne voit que, les salles, un petit peu le couloir, un petit peu les guichets, mais le plus, enfin le plus gros, c'est vraiment, cette salle d'interrogatoire qui est très sombre, renfermée et on se sent oppressé donc ce 2 contre 2 plus la salle, moi ça me donne un sentiment, quand même de renfermement, total, sur la situation. Oui, mais voilà aussi le fait qu'on soit enfermé avec les personnages, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe à la douane aux États-Unis, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez caché. On ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'il y a des douanes, qu'il y a des contrôles de papier, mais on ne s'est jamais vraiment posé la question de ce qui se passait vraiment lors de ces interrogatoires. On ne sait pas à quoi ressemble réellement l'envers de la douane. Et c'est du coup, c'est assez intéressant parce que là, j'ai l'impression que justement, on est avec les personnages et on a l'impression que c'est nous qu'on subit l'interrogatoire. Il y a un détail pendant l'interrogatoire qui appuie sur, cet aspect d'enfermement du fait qu'on est coincé, c'est le moment des travaux. Parce que quand il rentre et du coup, on voit qu'il change des lumières, je crois, ou je sais pas vraiment. Et pendant l'interrogatoire de la femme, on voit, du coup, c'est un moment où il y a des questions super personnelles et on voit qu'elle est pas à l'aise et en plus de ça, il y a le son des travaux qui deviennent, pardon, de plus en plus fort et on entend de moins en moins ce que disent les personnages et ils changent ensuite de salle pour, redevenir un endroit plus calme. Mais on a cette montée de tension du coup parce qu'elle stresse, parce qu'elle entend pas ce qui est dit et en plus elle veut prendre son deuxième avion jusqu'à Miami? C'est ça? Oui. Et ils sont toujours dans le stress perpétuel d'avoir peur de pas pouvoir prendre leur avion du coup, parce qu'ils sont venus pour prendre leur deuxième avion et en même temps, ils essayent de faire tout correctement pour éviter d'avoir plus de problèmes. Donc on a ce mix des 2 là qui crée une énorme pression sur les personnages et du coup qui
qui est faite aussi sur nous, le spectateur. Je voulais juste apporter une précision par rapport au fait qu'il change de salle. Il change de salle parce que la lumière s'éteint. Les travaux ont coupé l'électricité dans la salle, ce qui fait que la lumière s'éteint, alors qu'il venait juste de l'allumer. Et c'est assez intéressant parce que la lumière, elle est aussi beaucoup utilisée dans les interrogatoires. On voit toujours la scène, notamment dans les vieux films, où ils mettent la lumière directement dans les yeux du suspect. Et là, on était dans le noir, ils allument la lumière quand ils arrivent, donc on se dit: «Ah, un peu de luminosité», mais en même temps, ça peut être aussi stressant d'avoir beaucoup de luminosité, parce que ça fatigue les yeux et d'un coup la lumière s'éteint. Ça fait un peu un effet du genre, en fait non. En fait non, tu vas rester dans ton désespoir et c'est ça qui est assez dur. Mais comme les policiers, eux-mêmes n'ont pas envie de rester dans le noir et en ont marre des bruits effectivement en plus et que ça revient pas, ils ont décidé effectivement de changer de salle, ce qui nous permet de nous respirer un peu et à la femme aussi de respirer un peu parce qu'elle va pouvoir marcher, donc se défouler un peu plus et voir autre chose que cette salle. Mais on reste encore dans un couloir qui est assez étriqué jusqu'à arriver dans une autre salle qui est tout à fait similaire. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'issue, en tout cas pour l'instant. Et ça, c'est une bouffée d'air, mais pour mieux se noyer, quoi. Bah, justement, il y a un truc avec les personnages, c'est un personnage qu'on voit tout au début qui donne un stylo pour qu'il puisse remplir. Et ils disent, oui, vous me le redonnerez quand vous passerez de l'autre côté. Et pendant tout le film, je me suis dit, mais ils vont jamais passer de l'autre côté, ils vont jamais pouvoir rendre ce stylo. Et j'ai l'impression par contre que tous les personnages l'ont oublié, ce stylo. Par contre, c'est un poil dommage. Mais à la toute fin, avec le plan final, je me suis dit: «Bon, ils ont quand même réussi». C'est, bon, par contre, à quel prix? Parce que là, la suite, je pense que ça va être un peu, pour les personnages, un peu plus compliqué, hein. On va pas se mentir, tout a été détruit, de leur côté, ou tout même exposé. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter à propos de ceci? Une autre chose qu'on a abordée rapidement un peu auparavant, mais qui est assez important, c'est le sans-gêne des autorités qui vont donc essayer de trouver, d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir vérifier après. Et ça va jusqu'à poser des questions extrêmement privées. Notamment, la première question qui est vraiment choquante, c'est combien de relations sexuelles avez-vous eu? Ce qui est, on peut se demander, on est en droit de se demander à quoi ça sert dans cet interrogatoire. Et c'est que la première, parce qu'il y en a d'autres, notamment une autre question, alors qui est moins dans l'ordre privé, mais qui est assez dérangeante, surtout donc c'était pour la femme, qui est professeur de danse contemporaine, et il lui demande de montrer un mouvement de danse dans une salle d'interrogatoire, dans l'état où elle est, après lui avoir posé déjà plusieurs dizaines de questions. Elle est vraiment stressée, et elle refuse au début, puis au bout d'un moment elle s'exécute, mais il dit de pas le faire, ce qui est assez absurde. Ça a vraiment pour but de les stresser et de les forcer à faire des erreurs. Et une autre question aussi qui a été... enfin, une autre petite série de questions qui est extrêmement marquante et qui montre aussi un peu l'orientation politique des personnages, notamment de la femme policière, c'est quand elle demande à la femme qui émigre, qu'est-ce que ses parents ont pensé de son conjoint. Et elle répond que au début, ses parents l'appréciaient pas trop, mais au final, ils ont appris à le connaître et maintenant ça va très bien. Et la policière demande si ses parents sont racistes, ce qui est assez choquant. C'est logique que des parents ont du mal avec le conjoint de leur enfant au début. C'est vraiment quelque chose qui arrive tout le temps. Et après, s'ensuit un peu une dispute sur ce sujet entre les deux femmes, qui est assez absurde du point de vue de la situation, mais qui, je pense, a toujours pour but de stresser la suspecte, entre guillemets. Ce côté question sur question sur question qui s'enchaîne très rapidement, moi ça me mettait dans la même pression et le même stress que le couple, parce que les policiers enchaînent mais d'une telle rapidité toutes les questions sans même bugger, et c'est vraiment, on a l'impression que c'est fait littéralement exprès pour pour que le couple se trompe et réponde un peu au pif les réponses pour dire bon bah vas-y, on va dire je te réponds et puis comme ça c'est terminé, on s'en sort. Et ouais, moi ça me marque la scène où il lui demande de faire une danse, etc. Et une autre scène qui m'a marquée, c'est quand le mari se retrouve tout seul dans la salle dérogatoire. Il va essayer de prendre son téléphone pour communiquer avec la personne qui l'attend hors de l'aéroport. Il va évidemment échouer. Et quand il regarde
avec insistance le paquet de feuilles, enfin le dossier qui est devant lui, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils savent de moi en fait, qu'est-ce qu'ils savent de mon passé. Il va prendre, mais avec son stress et sa maladresse, il va faire tomber, il va être paniqué, etc. Et moi, je trouve que cette scène, elle est très forte dans le film, parce que c'est là qu'on comprend toute l'anxiété que cet homme a. Et moi, ça met le doute sur est-ce qu'il stresse parce que c'est cette salle d'interrogatoire, les policiers et les questions qui le stressent, ou est-ce que il est stressé parce que il sait très bien qu'il a menti sur son passé et que là c'est en train de le rattraper, parce que c'est fou de voir comment la douane a réussi à rentrer dans son passé et à aller rechercher la moindre petite information sur la vie de cet homme. Moi je trouve ça fou et limite choquant. Justement, personnellement, je trouve que c'est la scène qui m'a aussi le plus marqué avec la scène de la danse. Les deux sont vraiment, je pense, une bonne image du film en lui-même. L'une de deux qui montre du coup le côté sans gêne des policiers qui font vraiment comme un combat contre eux pour essayer de les faire échouer quelque part. Et l'autre où il y a un surplus d'émotions et on voit tout au long du film le personnage est un peu nerveux, que ce soit au tout début dans l'aéroport, on voit sa jambe qui bouge, durant tout l'interrogatoire, on sent qu'il est pas bien, du début à la fin, il est dans un stress et là c'est le moment où il panique et il essaie de comprendre pourquoi en fait, pourquoi il se fait interroger comme ça et pourquoi ils sont retenus à ce point-là, parce que ils pensaient qu'ils en avaient pour très peu de temps et ils s'en sont retrouvés avec un truc très long et très épuisant, que ça soit physiquement ou moralement pour eux. Et ce moment où il cherche dans les papiers, ça montre vraiment qu'il comprend pas pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi maintenant, et il essaie de trouver des réponses qu'il ne trouve pas vraiment, justement, sur ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a une autre scène par exemple, qui vous a marqué, à part ces deux-là? La scène finale, tout simplement. C'est si rapide et brut, d'un coup, on leur demande venez ici, et hop, un tampon et c'est fini, et c'est bienvenue aux États-Unis. Moi, je trouve ça très, comme je dis, brut. Ce film, on passe, je crois, c'est environ 1 heure 1 quart dans la même salle à avoir un enchaînement de questions, et d'un coup, on se retrouve dans cette salle d'attente, et juste il suffit d'un tampon et d'un sourire, et c'est bon, vous êtes aux États-Unis, bienvenue chez nous. Moi, ça me marque et surtout, je me dis, sur ce dernier plan, ils deviennent quoi le couple? Ils vont divorcer? Ils vont se quitter? La femme, elle va penser quoi et tout? Parce que tout le film, on est là, on se demande, mais déjà, où est la vérité? Est-ce qu'il a vraiment menti? Est-ce qu'il était là que pour les papiers, etc. Moi, ça me pose plein de questions. J'ai envie qu'ils restent ensemble, j'ai très envie, mais j'ai envie de savoir aussi, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que ils finissent vraiment par aller à Miami? Est-ce que leur chemin s'arrête ici? Est-ce qu'ils retrouvent l'homme qu'ils devaient voir? Moi, c'est tout ça de questions, le film en général, j'ai que des questions dessus parce que on nous laisse un peu faire notre propre jugement sur le couple, sur les policiers, sur la situation. Et je trouve ça limite excellent de faire un film comme ça parce que tu regardes, tu te fais ton propre avis et c'est limite tu deviens le policier qui pose les questions pour te dire et pourquoi il lui pose pas plutôt ça comme question pour savoir vraiment la vérité, parce que des fois les questions elles sont débiles mais c'est fait exprès et moi j'adore. La scène qui a aussi marqué, effectivement, c'est la fin. Mais ce que je voudrais te dire juste avant, c'est que c'est un film à aussi remettre en contexte avec ce qu'ont vécu les États-Unis. Parce que, effectivement, c'est un film qui a été tourné en 2022-2023, un truc comme ça, donc qui est très récent. Et c'est donc des procédés d'interrogation et de contrôle qui datent des années 2000, donc c'est-à-dire d'après le 11 septembre. Et quand ils ont enquêté sur le 11 septembre, il s'est avéré que les terroristes qui avaient perpétré les attentats étaient des gens qui habitaient depuis longtemps aux États-Unis. Et en fait, quand on repense à ça, on comprend en fait toute leur manière d'interroger et de chercher la petite bête, de chercher vraiment les trucs les plus profonds, parce que quand ils connaissent les risques que ça peut encourir, on a forcément envie de s'en prémunir. Alors après, effectivement, du point de vue des gens, des suspects qui sont innocents, c'est extrêmement intrusif, c'est extrêmement dérangeant, et c'est pas du tout agréable. Donc c'est deux manières de voir la chose qu'on ne peut pas vraiment concilier, dans le sens où autorité, c'est nécessaire de leur point de vue, avec ce qu'ils ont vécu, et de l'autre côté des suspects, c'est extrêmement stressant, et c'est fait pour ça, mais ils peuvent rien faire, qui est désarmant. L'originalité, évidemment, encore une fois, la fin, la scène de fin qui m'a fait me dire tout ça pour ça,
Les personnages ont enduré pendant 1 heure et quart pour au final juste dire bah ok c'est bon, allez hop, on y va, suivant. C'est vraiment... Bah, déjà on est quand même libéré de tout ce qui s'est passé avant, de se dire est-ce qu'ils vont réussir à sortir au moins de cet aéroport ou est-ce qu'ils vont être renvoyés. Et là, on a beau se dire ah ils ont pu passer, il y a quand même toutes les questions qui sont passées avant, qui ont quand même fait découvrir des choses. Enfin, les personnages ont découvert beaucoup plus sur l'un et l'autre, mais pas forcément en positif. Ça m'a fait penser à une scène justement qu'il y a dans le film où une des policières dit à la femme qui a gagné du coup une loterie pour obtenir un visa gratuit pour pouvoir venir aux États-Unis, lui dit qu'elle peut venir seule et donc d'abandonner son mari. Et on voit que à ce moment-là, elle hésite parce que c'est juste après qu'elle ait appris tout à propos de la femme américaine qu'il a épousée, fiancée, pardon. Et on voit vraiment l'hésitation dans son regard parce que on se dit, enfin on se met à sa place, on se dit si elle fait ça, peut-être que elle pourra partir direct, elle sera tranquille, mais lui il sera toujours coincé ici du coup et peut-être qu'il sera obligé de retourner au Venezuela, le Venezuela. Donc voilà. J'aimerais rajouter que ça me fait un peu penser à mon cours d'AGGSP, Géopo, excusez-moi. Voilà, je suis pas traumatisée, mais un peu quand même. Parce qu'on a ce côté très frontière Europe-US. C'est qu'on a des Européens qui arrivent et qui, normalement, enfin, en Europe, c'est vraiment de la libre circulation. C'est vas-y, bah, rentre dans mon pays, c'est pas grave. On a la sécurité, mais bon, bah, on va pas, enfin, on va doser quoi. Et on arrive aux États-Unis avec une frontière qui est très protégée, une sécurité qui est maximale parce que du coup, bah, comme l'a dit Grégoire, par rapport aux attentats qu'ils ont eus. Donc d'un côté, ça se comprend, ce côté question sur question sur question. Mais vraiment, moi, ça me fait penser à mon cours de géopo avec toute cette thématique de sécurité avec les frontières. Et j'aimerais rajouter aussi que dans ce film, on voit que cet interrogatoire, il est très long. Parce que quand le couple arrive pour la première fois dans la salle d'attente, il y a un groupe de gens qui attendent déjà. Et quand ils reviennent une deuxième fois, c'est de nouvelles personnes qui sont là. Le groupe de personnes n'est pas le même. Donc on comprend que ça fait très longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont interviewés non, qu'ils sont interrogés, pardon, excusez-moi. On comprend que c'est quelque chose du coup qui est très long et fatigant pour eux. Et moi, je trouvais ça intéressant à remarquer. Un détail qu'on avait oublié aussi, c'était à propos de la date à laquelle se passe l'histoire. Oui, en effet, dès le début du film, dès l'ouverture du film, on voit les deux personnages qui sont dans la voiture, qui se dirigent vers l'aéroport. Et à la radio, on entend l'annonce de Donald Trump qui souhaite construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et donc ça reflète un peu juste la mentalité qui va se développer un peu aux États-Unis, tous ces interrogatoires qui vont encore certainement s'accentuer de plus en plus. Et on remarque aussi que les deux réalisateurs, donc j'avais vu quelque part qu'ils avaient vécu une situation de la sorte et qui ont donc voulu montrer justement tout ce qui se passait et toutes les difficultés pour rentrer sur le territoire états-unien. Oui, Du coup, moi, face à cette information, je me dis, c'est pas par hasard non plus que ce soit des Espagnols qui sont interrogés, parce que ça aurait pu être, par exemple, des Allemands, des Français, des Italiens, mais du coup, ce côté séparation Mexique-US, je me dis, bah, c'est pas pour rien que c'est des Espagnols. Bah, les Mexicains sont pas espagnols, mais hispanophones, voilà. Je trouve encore plus intéressant, du coup, de suivre la thématique avec un couple qui est espagnol. je pense que c'est tout pour cette partie. Pour conclure, nous allons faire une petite recommandation. Évidemment, moi j'ai oublié la mienne, donc je vais laisser quelqu'un d'autre commencer. Donc j'ai pas une, ni deux, ni trois, mais j'ai 4 recommandations. Ça fait beaucoup, je sais, mais voilà. Première recommandation, c'est Elvis Presley. Alors ça paraît tout bête, mais je sais pas, je me dis c'est intéressant de vous faire redécouvrir un peu les classiques de la musique. Donc faut réécouter Elvis Presley avec un regard de maintenant et comprendre bah, du coup comment le rock a pu évoluer. Quand on continue dans la musique, forcément, je dois passer par la promo de Billie Eilish. 17 mai, nouvel album, donc forcément que je fais sa promo. Je suis désolée, hein, mais je suis un peu trop fan. Mais non, mais écoutez, enfin, même si c'est pas votre genre musical, juste regardez les textes, lisez-les et essayez de comprendre ce que ça peut renvoyer et ce qu'elle essaie de nous faire comprendre. Et dans le même genre musical, Renée Rapp, une pop star qui commence à émerger de plus en plus, qui est aussi actrice, un peu comme Billy, pardon, comme Billy, mon meilleur ami, ça y est,
comme Billie Eilish, désolée. René Rapp a fait un peu plus de séries et de films, mais je trouve que c'est pareil. Elle commence à émerger et à se démarquer des autres avec un style musical qui a des influences pop, etc. Mais sa voix la démarque de beaucoup parce qu'elle a une putain de voix, faut le dire. Voilà. Je suis désolée du gros mot, mais il faut le dire. Et dernière recommandation, cette fois-ci par contre, c'est une série qui est sur Netflix qui est sortie il y a quelques temps. C'est Ripley. Il faut la regarder parce qu'il n'y a que des plans fixes. L'homme caméra ne bouge jamais et pourtant on ne s'ennuie pas. Que des plans fixes, c'est en noir et blanc. Et pourtant l'histoire, comment résumer? On a un monsieur qui va voir un autre monsieur qui lui dit va chercher mon fils en Italie. Et l'histoire va se construire comme ça. Je n'en dis pas plus. Mais il faut regarder. Même si l'histoire ne vous plaît pas, cinématographiquement parlant, c'est super intéressant. Alors moi, c'est pas forcément une recommandation, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu, mais je vais vous faire la promo d'un film qui va bientôt sortir, toujours un peu dans la thématique de la musique. Donc c'est le biopic sur Amy Winehouse. J'ai du mal, hein. Comment? Attendez, j'arrive pas à le dire. Winehouse, c'est pareil. Winehouse, excusez-moi. Donc Amy Winehouse, le film qui s'appelle donc Back to Black. Et qui va sortir donc le 24 avril prochain. N'hésitez pas à aller le voir parce que cette femme qui était une magnifique chanteuse, pour moi, selon moi, une des plus grandes icônes ces derniers temps de la musique. Et c'est assez intéressant d'aller voir son biopic parce qu'elle a eu une vie assez difficile. Voilà, petite recommandation. Allez voir le film le 24. Pour ma part, j'ai 2 recommandations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, alors c'est sorti il y a déjà quelques années, hein, mais c'est les jeux Doom et Doom Eternal, qui sont d'excellents jeux. C'est des FPS, donc c'est-à-dire des jeux de tir à la première personne, où on joue un mec surpuissant avec beaucoup d'armes qui tue des démons. C'est très simple, mais ce qui est très intéressant avec ces jeux, c'est que c'est des jeux qui sont vraiment axés sur le gameplay. Et le gameplay est vraiment extrêmement jouissif, surtout dans Doom Eternal, où on pousse vraiment toute l'utilisation de l'arsenal pour être le plus efficace et forcer le joueur à être efficace. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le gameplay, c'est la façon de jouer au jeu, c'est les règles du jeu. Et dans ces 2 jeux vidéo-là, elles sont vraiment faites pour donner le plus de sensations de puissance à travers le jeu. L'autre recommandation qui n'a rien à voir, c'est Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Donc c'est un excellent livre, un excellent livre d'un excellent auteur. Pourquoi je recommande ce livre? Parce que c'est pas un livre qu'on lit assez facilement, enfin assez facilement dans le sens où on va pas vers ce livre directement, mais pourtant c'est des livres très simples à lire. Les livres d'Alexandre Dumas. Et c'est un livre qui montre qu'il n'est pas, comme dans Les Évadés, un livre d'évasion, mais une histoire de vengeance, et de vengeance extrêmement violente, mais extrêmement bien faite. Et c'est là qu'on comprend l'adage « la vengeance est un plat qui se mange froid ». D'ailleurs, il y a le Comte du Monte Cristo qui va bientôt sortir. Il a été adapté au cinéma français avec Pierre Ninet. Je ne connais pas la date de sortie, mais je sais que ça va bientôt sortir en film. Voilà. Et pour conclure sur les recommandations, moi aussi j'en ai 2. Du coup, pour retourner sur l'univers musical, le dernier album de Doja Cat qui est très très bien, Scarlett 2, édition Claude, un album rap qui est très très cool, diversifié et franchement avec une très bonne ambiance que je recommande fortement, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui va passer en France cet été, je crois, je ne sais plus exactement. Et plus du côté cinéma, le film Inside de Bob Burnham, qui est un film, une comédie et aussi une comédie musicale. Bob Burnham, à la base, il fait du stand-up, je crois, et il a fait ce film pendant le confinement. Et il était coincé chez lui et il a fait tout le film dans une seule salle et il arrive à donner énormément d'images différentes de cette salle et le film est hilarant, c'est en anglais mais c'est très très drôle et très beau aussi parce qu'il y a un petit message derrière qui est très intéressant. Ah oui, le film est sur Netflix, du coup voilà. Donc c'est la fin je pense. Du coup, merci de nous avoir écoutés jusque-là. On se retrouvera une prochaine fois. On n'a pas encore le film, évidemment. Ça me paraît tout. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir. This life is a killer, but oh what a ride, just to wake up each morning